Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la variante solo officielle du jeu Nation. Nation, c'est un jeu de civilisation créé par Einar et Robert Rosen et Nina et Rusten Haakenson. Il est édité en France par Istari. Vous choisissez une civilisation, alors soit vous prenez la civilisation une civilisation qui est commune, c'est tous les mêmes plateaux, c'est avec le petit A que vous voyez en bas à droite. Si vous voulez jouer avec la spécificité de la nation que vous avez pris, notamment la Chine, vous tournez le plateau et vous aurez la phase B. En fait, c'est vos conditions de départ qui changent. Ça ne change rien, la variante solo, vous pouvez jouer avec n'importe quelle civilisation. Nous allons faire une mise en place pour 2 joueurs. Donc, je serai le joueur bleu et l'IA sera le joueur fictif. Donc, le premier tour, c'est moi qui vais commencer. Donc, j'ai un livre, alors que le joueur fictif a 2 livres. On met bien sûr le petit token blanc sur la première phase de l'Antiquité. Chaque phase Antiquité, époque médiévale, Renaissance et ère industrielle a 2 phases. Ensuite, vous choisissez le niveau auquel vous voulez jouer. Donc, il y a chef, prince, roi et empereur. Vous avez possibilité soit de recruter un ouvrier, bien sûr vous en paierez le coût après, plus tard ou de suite, ça va dépendre de ce que vous allez prendre, et le nombre de ressources. Donc à chaque tour, vous allez choisir le nombre de ressources, c'est-à-dire au niveau chef, vous avez 4 ressources par tour. Par contre, vous êtes obligé de prendre la même ressource. Vous ne pouvez pas faire une pierre, 2 ors et un blé, vous êtes obligé de faire 4, soit 4 pierres, soit 4 ors, soit 4 blés. L'ordre du tour, comme je vais commencer, je mets en 1, le joueur fictif est en 2. Les architectes, comme nous sommes à 2 joueurs, de base il y a un architecte. La piste de prospérité, personne pour l'instant de prospérité, on commence tous les deux à 0. Vous gardez le token guerre, dans la version solo, il y a aussi la guerre. Et au niveau militaire, bien sûr, tout le monde commence à 0. Comme nous jouons à 2 joueurs, nous remplirons le tableau uniquement sur les 4 cases de chaque rangée. Car à partir de la 5e rangée, c'est pour 3+, 4+, et 5. Donc on va remplir 12 cartes par tour. Petit rappel, les cartes en bas vaudront 1 pièce d'or, les cartes au milieu valent 2 pièces d'or, les cartes en haut valent 3 pièces d'or. Alors elles ne sont pas forcément plus intéressantes en étant en haut, c'est pas parce qu'on va payer plus cher qu'elles seront intéressantes. Donc on va tirer 12 cartes de l'époque numéro 1. J'ai tiré les 12 cartes de l'Antiquité. Donc nous avons des améliorations, nous avons des personnages, nous avons du militaire, nous avons des innovations, nous avons des pillages, des bâtiments. En noir, c'est la guerre, et en vert, ce sont les colonies. Ensuite, après la phase donc de tirage de cartes pour l'époque Antiquité, nous devons choisir si on décide de recruter un ouvrier de plus ou si nous choisissons une ressource. Pour le début de la partie, j'ai décidé de prendre 4 pierres. Après la phase de ressources, donc j'ai pris 4 pierres, nous allons passer à la phase où on doit piocher une tuile événement. Alors, la différence justement avec la variante solo, c'est que là, ce sont des tuiles événements et pas des cartes événements. Donc, je vais piocher une carte événement, je vais la mettre face visible, et là, nous allons tout simplement faire ce qu'elle demande. Le joueur fictif a 2 de force militaire. Hop, je le mets à 2. Il a 4 en stabilité. Je l'avance sur la piste à 4 en stabilité. La tuile me dit de rajouter un architecte. Donc je rajoute un architecte. Le joueur fictif avance de 2 livres. Il passe à 4. Et à la fin du tour, à la phase qu'on appelle famine, je devrais payer 3 blés. Le petit 5, le petit 6, on va y revenir tout de suite.
Nous passons maintenant à la phase d'action. Alors, la phase d'action, je vais par exemple décider de m'acheter le phare. Hein. Donc le phare est sur la première rangée, il me coûte une pièce. Je paye une pièce, je prends le phare et je viens le poser. Je viens le poser sur mon plateau à un emplacement. Alors, j'ai pas d'emplacement vide pour les cartes bleues. Donc les aménagements, on va dire, voilà, je vais appeler ça les aménagements, ou les cartes rouges. Hein. Par contre, je peux recouvrir avec une carte bleue ou une carte rouge n'importe quelle carte. Hein. Une carte rouge peut très bien recouvrir une carte bleue peut très bien recouvrir une carte rouge. Donc là, je décide de recouvrir celle-là. J'ai fait mon action. C'est au tour maintenant de l'IA de jouer. Je vais jeter un dé de 6 pour l'IA. De 1 à 4, on va aller sur le plateau des cartes. Hein, c'est-à-dire il va enlever toute une rangée. Si je fais 1, il enlève la rangée 1, la 2, il enlève 2, la rangée 2, etc. Si je fais un 5, il augmente sa force militaire de 1. Si je fais un 6, il baisse sa prospérité de 2. Je jette le dé, je fais 3. Donc je viens sur le plateau. 1, 2, 3, c'est cette rangée-là. J'enlève toutes les cartes de la rangée. Il a fait son action. Ce que je vais faire, je vais de nouveau m'acheter une carte à 1, qui est le lycée. Donc je paye ma pièce. Je rajoute le lycée. Alors, je décide de le placer ici. J'ai fini mon action. C'est à lui. On tire le dé. Là, je fais 4. 1, 2, 3, 4. Je retire les deux cartes qui restent. Si jamais j'avais fait 3, la case est vide. En gros, il a fait une action qui n'a pas d'impact sur le jeu. Hein, mais on ne rejette pas le dé. Si par contre j'avais fait 2, la petite subtilité, c'est que dans la rangée 2, il y a une carte guerre. Admettons qu'il ait fait 2. Je prends, bien sûr, j'enlève les cartes du plateau. Je garde la carte guerre et je vais la placer sur le plateau de décompte. Donc c'est lui qui a pioché la carte guerre. Je prends le token guerre. Son niveau d'armée, à ce moment-là, est à 2. Je place le token noir sur 2. Il ne bougera plus. Hein. Même si après, il gagne du militaire, le token de la guerre sera sur 2. Je place bien sûr la carte guerre ici. Si, à la fin du tour, c'est-à-dire quand j'aurai décidé de passer, je suis inférieur à 2 points militaires, je devrais payer jusqu'à 5 pièces d'or et perdre 1 point de gloire. Bien évidemment, si je suis à 1, je perds quand même la guerre. Par contre, au lieu de payer 5 pièces d'or, je n'en paierai que 4. Par contre, je perdrai quand même mon point de gloire. Si je n'ai pas de point de gloire, bah, je perds rien. Si par contre je perds et que je ne peux pas payer l'équivalent en or, je vais devoir perdre un point de gloire supplémentaire. Et la différence, je la paierai en livres. Le tour continue, hein, donc je vais l'accélérer. On va dire, bah, j'ai mis un ouvrier ici. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'on paye en cailloux pour mettre nos ouvriers. Donc c'est bien, ils ne nous demandent pas de bouffe, par contre, ils nous demandent des cailloux. Hein. Donc là, vous avez en bas à gauche le petit chiffre. Je dois mettre un caillou pour positionner cet ouvrier. Si je peux, j'ai le droit d'en mettre un deuxième. Je repaye un caillou. Je peux en remettre un troisième. Je paye toujours un caillou. Il n'y a pas de restriction sur les cartes. Lorsqu'il y a une restriction, ça peut arriver. Ce sera marqué sur la carte, vous verrez, il y aura marqué max et le nombre d'ouvriers que l'on peut placer. Je continue, je viens, hop, je mets un sur la guerre, et puis allez, je mets un sur le phare.
je vais vous montrer aussi qu'au fur et à mesure, on doit monter notre piste de prospérité ainsi que notre piste de guerre. Tout ce qui est en rouge, ça nous rapporte à la fin du tour, mais on fera le décompte ensemble tout à l'heure, à condition bien sûr d'avoir des ouvriers. Tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est négatif qu'on devra payer, en plus de la pierre que l'on a mis là. Donc, on va après changer de piste. Je vais vous montrer là où on monte sur la piste militaire ainsi que la piste de prospérité. Je reviens donc sur ce plateau. Donc, j'avais 3 ouvriers sur une carte prospérité x1, donc je marque 3 points. Je monte de 3 pardon, sur la piste de prospérité. Au niveau militaire, admettons que j'ai fait des 5 hein, pour le joueur. Je suis monté à 5 en valeur militaire. Vous voyez bien que seul son token est monté sur la case 5. La guerre, elle, est restée sur 2. Et comme j'ai placé un ouvrier sur du militaire qui me rapportait 2 points militaires, j'arrive sur cette phase-là. J'ai décidé de passer, donc à partir du moment où on est passé, lui s'arrête aussi, hein, il ne continue pas de jouer. Une fois qu'on a terminé la phase des actions, hein, des actions, vous en faites tant que vous voulez, vous pouvez faire plusieurs fois la même, il n'y a aucun souci, tant que bien sûr vous avez les ressources, hein, c'est bien évident. Alors on va faire la phase de production. Alors la phase de production, on regarde, j'ai un meeple ici, donc je gagne 2 pièces d'or, une pierre. Ici, donc je suis monté de 2 sur le niveau militaire, par contre je dois payer un blé. Ici j'ai rien, ici j'ai 3 ouvriers, donc je suis monté de 3 sur la piste prospérité, j'ai récupéré 3 ors. Ça c'était la phase de production. Ensuite nous passons à l'ordre du tour. L'ordre du tour, c'est comme dans le jeu en multijoueur, celui qui a la plus haute force militaire passe premier dans l'ordre du tour. Ce qui veut dire qu'au tour prochain, lorsque nous allons aborder la phase 2 de l'Antiquité, c'est pas moi qui ferai la première action, c'est le joueur fictif. Donc on commencera par lancer un dé. Ensuite, une fois qu'on a déterminé l'ordre du tour, phase de résolution de la guerre. Le token noir est sur 2, je suis sur 2, il n'y a pas d'effet. Donc je vous rappelle, hein, tout à l'heure je vous ai expliqué les effets. C'est pour ça que si vous verrez dans ce jeu, c'est hyper important parce que plus on va avancer dans les époques, plus ces petites tuiles-là seront violentes au niveau combat. Elles seront un peu moins en prospérité, mais là, ça va être assez violent. Là, ça va être aussi assez violent. Hein, donc, vous avez intérêt de voir, de regarder que plus vous avancez, plus les guerres seront très, très compliquées. Pour cela, il y a une stratégie. Hein, c'est si jamais il joue en premier, parce qu'il y a de fortes chances après qu'il joue souvent en premier, si jamais il n'a pas récupéré une rangée où il y a une carte guerre, vous avez peut-être intérêt, après il faut voir hein, aussi ce que vous pouvez monter en guerre, mais vous avez peut-être intérêt à acheter une carte guerre. Pourquoi? Parce que si vous achetez une carte guerre, le petit token noir viendra se mettre sur votre force militaire à vous. Et il faut savoir qu'à ce jeu, on peut très bien acheter une carte guerre, même si on a 0 en militaire. Dans ce cas-là, le petit token noir viendra sur la case 0, et là, vous êtes tranquille si vous ne voulez pas développer une militaire. Donc, je vous dis, ça peut être très très violent. Attention, surveillez bien ça. Une fois qu'on a terminé la phase guerre, on remet bien sûr, on enlève la carte et on remet le petit token noir à sa place. Ensuite, si on a plus de prospérité que le joueur fictif, et je dis bien plus, hein, égal ou moins, ça ne change rien. Si on a plus de points de prospérité que lui, on gagne un point de gloire, hein, ce sont des points de victoire. Si par contre on est égal ou inférieur, on perd un point de gloire. Donc surveillez ça aussi. Hein. Ensuite, nous passons à la phase famine. On doit payer ici nos 3 blés. Hein. Si on ne peut pas, bah, c'est comme dans le jeu normal, hein, on va perdre un point de gloire. Et puis des livres si on en a. Et on a terminé pour la première phase. Alors, lorsqu'on va passer à la deuxième phase, il y a une condition supplémentaire à regarder. Donc, à la fin de la phase,
Nous, si on est sur 2, on reste sur 2, hein, puisque sur notre plateau, pour rappel, on a une force militaire de 2, on a un ouvrier dessus, donc on reste sur 2. On a 3 ouvriers sur 3 points de prospérité, on reste sur 3. Par contre, lui, on lui remet son token à 0. Idem pour le militaire. Et on va recommencer la phase. Donc on commence par déplacer le petit marqueur d'époque. Donc là, on est sur la deuxième phase, hein, la partie B, ce qui veut dire qu'à la fin du tour, on aura ce petit icône en plus à résoudre. Je vais vous l'expliquer. Ensuite, on remplit de nouveau de 12 cartes notre plateau. Alors, ici, il ne restait plus que ça comme carte. La deuxième disparaît. S'il y avait une première, elle disparaîtrait aussi. Et la troisième vient se placer tout en bas. Une fois qu'on a fait ça, ben c'est pareil. On va choisir si on prend 4 ressources ou si on prend un ouvrier. Vos ouvriers, bien sûr, restent là où ils étaient. Hein, vous ne les ramenez pas ici. On va voir après comment vous les ramenez ici. Alors c'est pareil, ça fait partie du jeu multijoueur, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc, soit vous prenez des ressources, soit vous décidez de prendre un ouvrier. Si vous décidez de prendre un ouvrier, vous avez deux possibilités. Soit vous le prenez ici, et dans ce cas-là, vous le placerez dans votre réserve. Hein, donc moi, je mets ma réserve ici. Hein, vous ne le placez pas directement sur le plateau. Hein. Ce qui veut dire que quand après on va faire la phase de production, hein, la phase de production, je vous rappelle, c'est quand on compte tout ça. Bon, après, si vous la faites à phase famine, c'est pas grave non plus. Hein, ça ne change pas grand-chose. Donc à la phase de production, on n'oubliera pas de retirer 3 nourritures. Hein, donc faites attention quand vous recrutez. Hein. Si dans cette phase-là, vous n'avez rien en production de blé, ça va vous faire mal aux dents. Et ça, c'est permanent. Hein. C'est-à-dire à chaque phase de production, vous devrez le décompter. Hein. Ce n'est pas qu'une fois au moment où vous l'achetez. Hein. L'autre possibilité, alors bien sûr, vous pouvez en débloquer 4 comme ça. Hein. L'autre possibilité, c'est sur la piste de prospérité. La piste de prospérité, vous descendez de 3. Admettons que vous n'aviez personne sur la piste prospérité, donc vous étiez à 0. Donc je remets à 0. Derrière, vous descendez de 3. Ce sera encore plus difficile après de lui passer devant. Mais c'est vous qui voyez, ça peut se faire. Hein. Après, ça va dépendre tout simplement des aménagements que vous allez faire sur votre plateau. Donc 1, 2, 3, et après en dessous, c'est l'infini. Donc bien sûr, ça vous fait des malus hein, si vous êtes dans la zone négative à la fin du tour. Mais ça ne change pas par rapport aux règles multijoueurs, c'est exactement pareil. Les architectes, comme il y en a un qui doit rester par tour, on en enlève un. C'est pas parce qu'on n'a pas utilisé l'architecte ici qu'on doit le laisser. Hein, à chaque fois, vous nettoyez le plateau comme au début du jeu. Donc j'ai choisi de faire soit une croissance, soit de récupérer les ressources. Je vais tirer une deuxième carte. On commence. Il a 2 militaires, donc je monte à 2. Il a 3 prospérités, je monte à 3. On rajoute 3 architectes. On lui rajoute un livre. La famine à la fin du tour, ce sera moins 2. Donc ça va, hein, de ressources, c'est pas trop violent. Ça vous permet en fait, quand vous voyez tout ça, mais comme une carte événement classique en fait, de voir ce qui vous attend à la fin du tour. Normalement, vous n'êtes pas surpris. Hein. Si vous êtes surpris, c'est que vous n'avez pas fait attention à la carte. Et si ensuite, s'il joue, donc de 1 à 4, il enlève toujours une colonne, il pose une carte guerre, s'il y a une carte guerre. On est limité à une carte guerre par tour, hein, c'est-à-dire s'il pioche une carte guerre, derrière, s'il en pioche une, vous en achetez une, mais ça sert à rien d'en acheter, vous ne la mettez pas par-dessus. Hein. Par contre, s'il fait un 5, on enlève 2 architectes. Alors ça peut aller vite, hein. S'il fait 2-5 en 2 tours, il n'y a plus d'architecte, vous ne pouvez plus rien construire. Hein. Et s'il fait un 6, on lui rajoute 2 livres sur la piste de livres. Alors en quoi c'est important les livres aussi? C'est que je vous ai dit, le deuxième tour, donc le tour B de chaque époque, il y a un petit icône à côté, point de gloire.
Ça veut dire que après la famine, où au premier tour, on arrêtait, on réinitialisait tout, on passait au tour suivant, là, il y aura une autre possibilité. Si vous avez plus de livres que le joueur fictif, vous gagnez 3 points de victoire, 3 points de gloire. C'est pas négligeable, hein. Et par contre, là, si vous êtes égal, enfin, si vous êtes ex aequo ou vous êtes inférieur au nombre de livres du joueur fictif, vous n'avez pas de points négatifs. Mais en gros, c'est pas compliqué, hein. Si vous avez plus de livres que lui sur chaque époque, ça vous fait quand même 12 points. 12 points jeu, c'est pas négligeable. Et nous allons jouer comme ça les 4 époques avec ces 2 tours. À la fin de l'ère industrielle, on fait le décompte total. En fait, vous prenez la feuille qui est pour la partie multijoueur, c'est exactement pareil. Bon, moi, je me suis mis après un titre solo. Bon, ça sert pas à rien. J'ai mis basique parce qu'au début, pour découvrir le jeu, je n'ai joué qu'avec les cartes de base, hein. Après, vous voyez, après j'ai joué avec la Grèce, plateau spécifique de la Grèce, avec les cartes de base plus avancées et encore les cartes experts. Et là, j'ai coché, j'ai joué au niveau enfin le plus facile, au niveau chef, celui qui me donne 4 ressources. Donc vous allez compter vos marqueurs points de victoire. Donc c'est ça, les marqueurs points de victoire. Le nombre les points de victoire que vous rapportent les colonies. Les colonies, je vous rappelle, sont des cartes vertes. Alors un exemple, la Gaule. Donc c'est une carte de niveau 1 qu'on a trouvée à l'Antiquité. Malheureusement, celle-là, c'est 0 point de victoire. En fait, il ne faut pas trop rêver. Les premières colonies ne rapportent pas de points de victoire. Par contre, en fin de tour, quand on fait la phase récolte, elle me rapporte de nourriture. Et pour pouvoir coloniser la Gaule, il me faut une force militaire égale ou supérieure à 7. Plus vous allez monter dans les tours, plus cette valeur sera forte. Ensuite, les merveilles. Donc les merveilles sont les fameux bâtiments que vous allez construire. Là, c'est pareil. Sur les bâtiments, vous avez des points de victoire. Là, c'est 0. C'est pas de pot, hein. Mais vous avez des bâtiments qui valent 1, 2, 3 ou 4 points de victoire. Je crois que ça ne va pas au-dessus. Donc ça, c'est bien sûr le coût de construction, hein. Donc là, ça veut dire qu'il faut, pour une action, vous prenez un ouvrier, c'est gratuit, que vous prenez dans la réserve d'ouvriers, enfin du plateau. Vous payez une pierre. Il joue, il jette son dé. Tour d'après, s'il reste un ouvrier, vous reprenez un ouvrier, vous payez une pierre. À chaque fois, vous payez le coût qui est en dessous. Une fois que vous avez placé les 3 ouvriers sur la carte et payé le coût, terminé, la carte est à vous, vous les mettez dans les merveilles construites. Donc c'est un ouvrier, il jette le dé, vous pouvez reprendre un ouvrier, il jette le dé, vous reprenez un ouvrier. Et à chaque fois, vous payez uniquement ce qui est en dessous, vous ne cumulez pas. Et il y a toujours un petit effet quand la merveille est construite. Là, c'est marqué, quand elle est construite, vous augmentez de 6 sur la piste des livres et 4 nourritures. Par contre, c'est un one-shot, c'est juste quand elle est construite. Pour rappel, vous pouvez, si vous avez construit, si tous vos emplacements de merveilles sont pleins, vous pouvez très bien reconstruire par-dessus. Vous avez une merveille en construction, vous la placez, vous couvrez une merveille. Par contre, forcément, la merveille que vous allez couvrir ne sera plus comptabilisée après dans les points de victoire et dans les bonus qu'elle peut éventuellement ramener. En gros, vous prenez la carte, vous la défaussez pour placer l'autre. Ensuite, les points de victoire sur les aménagements et le militaire. Là, on va regarder en détail. Que ce soit du militaire ou des aménagements, vous avez des petits symboles, points de victoire, et le nombre que ça vous rapporte. Là, le premier que vous placez vous rapporte un point de victoire. Si vous en placez un deuxième, il vous rapporte un point de victoire. Le militaire, vous en avez le premier que vous placez, un point de victoire. Si vous en placez un deuxième, comme il n'y a qu'un emplacement, vous marquez qu'un seul point de victoire. Idem pour celui-là. Donc au fur et à mesure des aires, plus vous allez avancer dans les aires, au niveau 2, niveau 3, niveau 4, plus les points de victoire seront intéressants. Alors intéressant, ça va 1, 2, mais c'est le nombre surtout qu'on pourra placer qui nous rapportera des points de victoire. Donc les ressources. Vous prenez le nombre de livres que vous avez à la fin de la partie. Souvent, il est assez important. Vous rajoutez votre score de militaire que vous aviez au dernier tour. Vous ajoutez également la prospérité que vous aviez au dernier tour.
Vous ajoutez toutes vos ressources, c'est-à-dire s'il vous reste de l'or, de la nourriture ou des pierres, vous ajoutez tout ça. Donc ça vous fait un score qui est un petit peu conséquent. Vous divisez par 10 et ça vous fait le nombre de points que vous gagnez. Hein. Donc ce qui veut dire que ça, là j'avais au moins 120 points de tout l'ensemble que je vous ai donné jusqu'à 129. Hein, on arrondit toujours à l'inférieur. Si j'avais 129, c'est 12 points de victoire. Si j'avais eu 130, c'était 13 points. Et vous faites le total. Je vais vous montrer maintenant les différentes cartes, enfin les différentes tuiles, pour vous montrer un petit peu. Ça change. Donc là, on est à l'époque 2. Vous voyez, là, déjà, il commence avec 15 en militaire. Par contre, il commence qu'avec 1 en prospérité. On rajoute un seul cube architecte. Il prend un livre de nourriture. Par contre, s'il fait un 5, il descend. 2 en militaire. Par contre, s'il fait un 6, il monte de 3 en livre. C'est très important de bien regarder ces cartes. Pourquoi? Parce que là, par exemple, il a 1 point de prospérité. Il ne pourra pas en gagner plus au tour. Donc, ce qui va être intéressant, vous, ça va être de moduler. C'est-à-dire, admettons que si vous aviez des ouvriers et que ça vous rapportait 6 points de prospérité, là, vous voyez qu'il n'y a plus besoin d'avoir 6 points de prospérité. Vous pourrez déplacer vos ouvriers pour essayer de gagner quelque chose de plus intéressant. Donc, regardez toujours, en fait, ce qui peut gagner ou perdre sur le 5 et 6. Hein, et la prospérité, comme ça, elle ne bouge plus. C'est pareil en militaire. Hein, s'il n'y a pas d'épée en bas, avec un plus ou un moins, ça veut dire qu'il ne va pas bouger. Voilà, donc c'est à vous de voir. Je vais vous récapituler donc l'ordre de toutes les actions que l'on doit faire, enfin de tout ce que l'on doit faire. Hein. Donc c'est noté hein, dans la liste de jeu du jeu. Pardon. Alors c'est noté dans la règle. Hein. Vous voyez, vous avez la variante solo. Ils expliquent tout. Ouais, ça tient sur une page, hein, donc c'est pas très compliqué. Hein, donc je répète. On commence par déplacer le marqueur de manche. Donc le marqueur de manche, c'est celui qui nous dit dans quelle époque on est et quelle phase on joue. On complète le plateau des progrès. Ensuite, on recrute un ouvrier et un seul par tour. Ou on prend un bonus de ressources. Pour rappel, c'est toujours la même ressource que l'on prend. Alors quand je dis la même ressource, hein, si à la première phase de l'Antiquité, vous prenez 4 pierres, à la deuxième phase de l'Antiquité, vous pouvez prendre 4 or. Hein, mais pas de mélange. Et c'est seulement une fois que vous aurez fait ce choix-là qu'on piochera la tuile événement. Ensuite, on va mettre à jour la valeur militaire. Ah oui, j'ai mis la prospérité, pardon, c'est la stabilité. En fait, les espèces de deux balances, ouais, c'est plus stable. Du joueur fictif, on met ça à jour sur le plateau. On ajoute le nombre de livres au joueur fictif et on complète les architectes. Ensuite, on effectue les actions. On passe à la phase de production. Ensuite, on regarde qui sera le premier joueur pour le tour d'après. Donc, c'est celui qui a le plus de points militaires. On résout la guerre s'il y en a une. Donc, je vous conseille, moi, après, vous verrez, hein, mais si vraiment il est fort en militaire et qu'il ne réussit pas à prendre une carte militaire au premier tour, moi, je vous conseille fortement de l'acheter. Hein. Après, autrement, regardez bien ce que vous risquez de perdre. Hein. Le problème, c'est que les points de victoire, ça fait mal. Ensuite, on passe à plus un point de victoire si vous avez plus de stabilité que le joueur neutre. Et pour les autres conditions, c'est moins un point de victoire. Ensuite, on résout la famine. Donc la famine, pour rappel, c'est la valeur qui est ici. Et un tour sur deux, quand on arrive en fin d'époque, on gagne 3 points de victoire si on a plus de livres que le joueur neutre à la fin d'un âge. Hein, par contre, on n'en perd pas. Ensuite, ils ont donné un petit tableau d'honneur suivant le nombre de points que vous faites. Hein, donc vous avez des grands personnages historiques hein, connus. C'était l'explication de la version officielle solo de Nation. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, s'il y a des points de règle qui ne sont pas clairs ou si je me suis trompé. Hein, ça m'arrive de me tromper aussi, fréquemment d'ailleurs. Et puis si jamais éventuellement vous voulez que je fasse une partie solo pour que vous voyez comment ça se passe. Bon après sincèrement, moi je vois pas trop l'intérêt. Après je pense que vous allez vous ennuyer sur 8 tours.
Mais éventuellement, je peux faire 2, 3, 4 tours comme vous voulez. Enfin, laissez-moi vos commentaires et je verrai après. Allez, salut!